L'inflation US est-elle vaincue et de retour à la cible de la Fed des 2%? Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Top Gun. Ça va être encore une émission massive, alors que cette semaine voit la mise à jour de l'inflation US CPI, la mise à jour de l'inflation US PPI. Et souvenez-vous de la bonne surprise des chiffres de novembre, certes post-shutdown, mais de la très bonne surprise des chiffres de novembre qui avait vu l'inflation US CPI tomber à 2,6, 2,7 en version sous-jacente, en version nominale, alors que le marché anticipait 3, 3,1, 3,2. Et maintenant, les indicateurs d'inflation en temps réel montrent tous que l'inflation est déjà sous 2%, quand bien même, en plus, il y a les tarifs douaniers. Alors imaginez, si en plus on la retraite des tarifs douaniers, elle serait peut-être même déjà à 1,5, voire en dessous. Bref, il n'y en a plus. Alors attention. Et prudemment, nous allons y aller prudemment. Donc, après une première semaine de janvier marquée par le bruit géopolitique, le noise géopolitique, comme disent nos grands amis anglo-saxons, et les chiffres de l'emploi US, tout a été publié la semaine dernière, vous en avez pris connaissance, vous avez vu les chiffres de l'emploi US la semaine dernière, l'impact sur les anticipations d'action de la Fed, notamment fin janvier, mais revenons cette seconde semaine du mois de janvier à ce qui compte vraiment pour la haute finance américaine, à ce que regarde vraiment Wall Street. Et Wall Street regarde à la maison. Wall Street regarde la macro US. Et Wall Street regarde l'inflation qui restera le facteur fondamental dominant de cette année. Et je vous annonce que des surprises arrivent. J'ai tout repris, tout reconstruit à nouveau avec des slides en français. J'espère que vous en êtes contents d'ailleurs. J'ai tout restructuré, reconstruit, repris. Et je peux déjà vous dire qu'effectivement, certains pensent, certains s'inquiètent que les chiffres de novembre dernier soient un piège et qu'en fait, tout cela a été manipulé, pas manipulé, mais des mauvais chiffres remontés suite au shutdown. Et donc au final, oui, un chiffre un peu manipulé dans sa construction. Mais souvenez-vous que déjà à l'époque, l'inflation temps réel montrait qu'on était plus proche de 2,5 que de 3. Et désormais, l'inflation temps réel montre qu'on est plus proche de 2 que de 3. Alors, il y a énormément d'enjeux cette semaine, beaucoup de choses, et donc j'ai quelque chose de structuré. L'inflation US est-elle vaincue et de retour à la cible de la Fed? Je pense que oui, elle le sera, ce premier semestre. Oui, je sais, ça fait 2 ans qu'on l'annonce, mais là, quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes. Enfin, nous verrons. Déjà, première première partie, les chiffres de cette semaine. Alors, les chiffres de cette semaine, mardi et mercredi, CPI et PPI, vont, première étape, confirmer ou non les chiffres de novembre dernier, enfin publiés en décembre mais sur novembre. Là, les chiffres de janvier concernent décembre, souvenez-vous, le décalage. Bon, déjà, va-t-on confirmer le 2,6 et le 2,7 publiés en décembre? C'est le seul enjeu des chiffres de mardi-mercredi. Pour lever les doutes concernant cet impact du shutdown et ces chiffres tronqués par une mauvaise réception des datas dans cette période floue et sombre du shutdown. Bon, ça c'est la première étape. Mais la véritable chose qui compte, et ça peut très rapidement accélérer le calendrier d'action de la Réserve fédérale des États-Unis, tant concernant sa politique monétaire conventionnelle que sa politique monétaire non conventionnelle, les taux d'intérêt, le bilan. Il y a des membres du FOMC qui restent inquiets de cette inflation. Beaucoup supposent qu'elle est encore 1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed. Ce n'est pas ce que montrent énormément de données. Alors, il ne faut pas non plus s'emballer. Attention, mais tout de même. Deuxième partie, qui sera en fait la véritable première partie, inflation US temps réel. J'ai repris, j'ai synthétisé, j'ai tout rassemblé. Et vous allez voir, les slides sont clairs. Pas trop de choses à lire, des tableaux assez clairs. Tous mes indicateurs d'inflation temps réel pointent au sud. 100% de mes indicateurs d'inflation, enfin, mais ils ne m'appartiennent pas, mais c'est ceux que j'ai sélectionnés. 100% des indicateurs d'inflation temps réel que je regarde pointent au sud, pointent vers 2%. Pour ne pas dire
sous 2%. Mais ça prend du temps. Il y a toujours un décalage entre l'inflation en temps réel et les chiffres officiels. Nous en faisons donc la synthèse complète, à la fois concernant le CPI de cette semaine, mais aussi le PCE qui sera mis à jour fin janvier, un jour après d'ailleurs la prochaine décision de la Fed. Vous savez, ce régime inflationniste qu'on connaît depuis 2022, qui n'a pas été brisé ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, pourrait l'être ce premier semestre 2026. Et ça change radicalement tout. Ça change tout. Et pas que pour le marché action, mais aussi pour les taux d'intérêt réels. Et derrière, l'impact que cela a sur certaines matières premières très célèbres qui ont fortement performé ces 6 derniers mois, et même bien avant. Nous allons donc faire le tour de ces indicateurs d'inflation en temps réel. Troisième partie, inflation prospective. Là, je fais le tour d'horizon, pareil d'une sélection de ce que j'estime être les meilleurs outils. Donc, il y a une différence entre les indicateurs d'inflation en temps réel, qui vous allez voir donnent le sourire, enfin le sourire, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, et les indicateurs de prévision d'inflation prospective, alors eux qui ne sont pas sous 2%, mais dont, pareil, la tendance est bonne. Mais il faut bien les distinguer. Le temps réel et les outils prospectifs sont deux choses différentes. Quatrième partie, je vous reparle. J'en ai parlé la semaine dernière en Top Gun, mais je le refais. Et si la Fed changeait sa cible d'inflation cette année, ça va dépendre bien sûr du prochain patron de la Fed, ça va dépendre bien sûr du FOMC, ça va dépendre du gouvernement US, de beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cette cible d'inflation doit être modifiée, il faut au préalable, et c'est même Scott Bessent qui le dit, il faut au préalable, quoi qu'il arrive, il faut d'abord repasser par la case des 2%. C'est pourquoi l'enjeu est double. Non seulement revenir à la cible permet à la Fed de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, d'avoir en tout cas des marges de manœuvre, notamment si l'emploi ralentit, et surtout, revenir à la case 2% permet d'envisager de modifier la cible d'inflation. Car il ne serait pas bon de la modifier avant d'avoir rejoint 2%. Pour la crédibilité de la Fed, ce serait dévastateur. Enjeu double, du coup. Ensuite, nous enchaînons. Quid des droits de douane. Alors du coup, on n'en parle plus, c'est fini. Je vais vous remontrer un slide que je vous avais montré en septembre dernier, avec des hypothèses à l'époque de scénarios de normalisation, c'est-à-dire le temps qu'il fallait pour que ces droits de douane soient intégrés à l'inflation et puis disparaissent finalement en termes d'impact. Et cela dépendait notamment de la façon dont les entreprises US allaient soit amortir l'inflation, les droits de douane dans leurs comptes, en réduisant leurs marges, ou impacter le consommateur. Moins elles impactaient le consommateur, plus la normalisation se ferait rapidement. Il y avait un scénario optimiste qui disait fin 2025, un scénario médian, premier semestre 2026. L'inflation temps réel semble suggérer qu'on est entre les deux, entre ce scénario 1 et ce scénario 2, mais que le scénario 3 d'une inflation qui ne serait pas normalisée à fin 2026 semble là complètement écarté. Tout ça sont des choses positives. Alors attention, je fais là le lien avec... ça ne change pas le fait que le S&P 500 est beaucoup trop cher, qu'à un moment ou à un autre, il peut, ne serait-ce que par un phénomène de prise de profit, corriger, et c'est même très sain de le faire sur le plan technique, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que si l'inflation est vaincue, toutes les phases de correction, les retours sur support, du coup, sont des opportunités. Dans un marché qui verrait une inflation invaincue et une Fed qui ne bouge pas parce qu'on est loin de la cible des 2%, même si ça corrige, on peut se poser la question, bon, voyez, c'est pour ça que c'est important, ce sujet de l'inflation, qui est le facteur fondamental dominant depuis 2022, l'est encore, mais pourrait ne plus l'être, du coup, d'ici la fin du premier semestre. Alors, tout ça reste à confirmer. Prenez le temps, regardez la présentation, et puis vous ferez votre propre idée. Je vais vous montrer les datas que j'observe. Ensuite, sixième partie, on fait un point sur... Donc vous savez que le S&P 500 est divisé en indices sectoriels. Les 11 super secteurs, les 500 actions sont réparties à l'intérieur. Je fais un focus sur l'indice S&P 500 énergie, forcément en lien avec l'actualité géopolitique, les compagnies pétrolières américaines, parapétrolières. Bon, il ne faut pas exagérer. Juste, je vous donne un chiffre, mais on regarde ça en détail. Oui, techniquement parlant, il y a un seuil intéressant à surveiller. Oui, potentiellement, ça pourrait donner un signal. Déjà, d'un point de vue géopolitique, beaucoup de choses restent à fixer. Donc, attention, pas faire plan sur la comète. Mais dans tous les cas, simplement, ce secteur S&P 500 énergie,
Vous savez, ça pèse même pas 3% du calcul du SP500. C'est pas un game changer. Par contre, oui, il y a peut-être c'est un secteur intéressant s'il donne un signal technique que je surveille et à l'intérieur de laquelle il faut regarder les valeurs. Donc on fait un petit zoom, pas trop long, sur le S&P 500 énergie. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, une petite mise à jour de l'analyse technique du S&P 500 et du Russell 2000. Bienvenue à cette nouvelle édition du Top. L'inflation US est-elle vaincue et de retour à la cible de la Fed dans cette semaine de mise à jour de l'inflation, CPI et PPI. Le plan, je vous l'ai donné, donc on va se faire un focus technique sur le S&P 500, énergie, secteur de l'énergie et géopolitique. Bien sûr en lien avec la géopolitique récente, mais aussi, imaginez les États-Unis mettre la main sur le Groenland. Bon, c'était toutes ces entreprises US qui participent à l'énergie, à la construction. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes rassemblées dans des indices sectoriels. Forcément, si les États-Unis mettent la main sur des zones géographiques qui nécessitent de l'investissement, secteur banque-assurance, la construction et bien sûr l'énergie, c'est America First, priorité aux entreprises américaines. Derrière, voilà, vous avez une liste de titres intéressants à regarder. Le plan, je vous l'ai donné à l'instant, donc on attaque directement la première partie. Inflation US CPI, la bonne surprise du mois de novembre dernier, post-shutdown. Alors attention, ça, il s'agit ici donc de la première chose, du premier élément. La semaine dernière, cette semaine, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis la semaine dernière, cette semaine, donc, vous avez la mise à jour de l'inflation US CPI, et l'année dernière, au mois de décembre, 2 chiffres sont sortis. Ils sont sortis avec retard. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous de cet épisode du shutdown qui n'a pas permis de rassembler des données. Et la BLS, alors c'est le ministère du Travail qui édite le CPI, n'a pas pu publier les chiffres d'octobre. Et a publié les chiffres du mois de novembre avec retard et se pose la question, donc, est-ce que les données sont fiables ? 2,7 alors que le marché attendait 2,3 en version nominale. 2,6 alors que le marché attendait 3 en version corps. Une chute radicale de l'inflation. Les chiffres de cette semaine sont simplement là pour confirmer cette chute ou pas. Les chiffres publiés en décembre concernant novembre sont-elles bidonnés par cet épisode du shutdown? Ou au contraire, sont-ils fiables, comme le suggère l'inflation temps réel? Ça, il s'agit donc du premier enjeu de cette semaine et nous aurons la réponse dès ce mardi et dès ce mercredi. Inflation US temps réel, la cible de 2% est-elle faite? Donc là, j'ai voulu vous rassembler, je vous ai dit que j'ai refait tous mes tableaux. Et donc c'est assez visuel. Effectivement, vous voyez du vert, les informations sont favorables. Il semble que, alors, je vous rappelle les données, hein, au stade actuel, le PCE, l'inflation US PCE, puis regarde la Fed, il est à 2,8. Le CPI, 2,6, 2,7. Donc, il y a toujours ce 0,5, 0,8 points de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed, qui complique la situation. Tous les indicateurs d'inflation temps réel montrent 2 choses. La première, la désinflation a repris. Ça semble confirmer les chiffres publiés en décembre sur novembre, dont beaucoup doutent à cause du shutdown. Alors, vont-ils encore en douter cette semaine? Rappelez-vous, je viens de vous le dire, les chiffres de mardi et de mercredi, c'est pour confirmer les chiffres de novembre, des chiffres de décembre qui portent sur novembre. Vous me suivez? C'est juste de la confirmation. Est-ce qu'on s'est fait flouer par les données de décembre à cause du shutdown ou est-ce que c'est vrai? L'inflation US temps réel nous dit que la cible de 2% est faite. Voici donc les données. Je regarde l'inflation temps réel PCE selon Trueflation. Oui, elle est sous la cible de la Fed. On va regarder ça ensemble. Je regarde l'inflation temps réel CPI selon Trueflation. Oui, elle est sous 2%. C'est très favorable. Là, alors ce sont des données alternatives, mais qui ont quand même cette particularité d'être assez fiables et d'avoir annoncé la chute de l'inflation en fin d'année dernière, alors que personne ne le voyait venir. Oui, la désinflation a repris selon la composante inflation du PMI manufacturier. Idem selon la composante inflation du PMI des services. Oui, l'inflation est quasiment à la cible de la Fed selon l'inflation immobilière en temps réel. Le Zillow Rent Index, qui est à peu de choses près à 2%, une normalisation achevée. Et je vous rappelle que l'inflation immobilière, c'est 1/3 du calcul du CPI. Aussi, regardez ces données-là. Quant à l'inflation du prix du pétrole,
sa contribution est négative. Le taux d'inflation annuel du pétrole, quand bien même tous les événements géopolitiques que vous voulez, sa contribution est négative. Parce qu'en janvier 2025, son prix était beaucoup plus élevé qu'en janvier 2026. C'est ça l'inflation. On compare une base d'arrivée et une base de départ. Donc, le PCE Trueflation, le CPI Trueflation, la composante inflation des PMI selon l'ISM, l'inflation immobilière temps réel et l'inflation pétrolière. Pourquoi est-ce que j'ai mis immobilier pétrole? Parce que, je vous montre tout de suite, c'est le total combiné. Énergie plus logement, c'est 40% du calcul du CPI, 20% du calcul du PCE. C'est donc énorme. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, revenons sur ce tableau et allons donc quand même jeter un œil aux données. Première information, le PCE selon Trueflation. L'indice des prix favoris de la Fed, ici donc selon Trueflation, non seulement il n'est pas à 3, non seulement il n'est pas à 2,5, non seulement il n'est pas à 2, mais voici qu'il est à 1,86. Alors, déjà, notez la tendance et notez que Trueflation a vu venir les chiffres publiés en décembre, dont beaucoup doutent. On verra cette semaine s'ils sont confirmés ou pas. Mais, continuons. Trueflation édite aussi une version du CPI, le CPI qui est publié cette semaine. 1,73. Donc là, vous avez quand même une version temps réel de l'inflation sérieuse, qui en plus, mois après mois, s'améliore et gagne en crédibilité, qui nous indique que non seulement ça drop, mais que nous sommes déjà sous la cible de la Fed, et pas qu'un peu. Là, nous sommes sur quelque chose de très favorable. Car dans cette quête qu'a la Réserve fédérale depuis 2022 et qui impacte directement les marchés financiers. Maintenant, si vous regardez du côté de la composante prix du PMI des services et la composante prix du PMI industriel, la phase bullish, ici, l'accélération haussière qui avait été déclenchée par les tarifs douaniers, a été cassée. Ce que nous dit le nouveau recul de la composante inflation des indices PMI de l'ISM, ce que nous dit cette composante inflation, c'est que l'intégration des tarifs douaniers est faite. Nous sommes entrés en phase de normalisation. Alors attention, l'inflation temps réel Trueflation PCE CPI, ce n'est pas l'inflation officielle. Il y a toujours un écart. Mais vous avez quand même des chiffres sous 2%, et vous avez une composante inflation des PMI qui nous dit que la normalisation des tarifs douaniers est faite. Vous allez voir plus tard, je reviendrai sur un slide que je vous ai proposé en septembre. Donc, c'est quand même favorable. Ensuite, malgré tout ça, dites-vous bien qu'il va falloir 2-3 mois, voire 4, pour que ça arrive dans l'inflation officielle. Mais la trajectoire est bonne, il y a de quoi être optimiste. Maintenant, regardons l'inflation immobilière temps réel et l'inflation du pétrole. Et là aussi, vous avez ici l'inflation immobilière temps réel. Ici, vous avez l'inflation officielle. Historiquement, l'inflation officielle tend toujours à égaler l'inflation temps réel. L'inflation temps réel est à 2,18. Les nouveaux loyers, même à moins 8. L'inflation officielle, elle est encore à 3, mais nous savons qu'elle va tendre vers 2,18. Donc là, nous avons quand même une inflation immobilière temps réel qui est quasiment à 2, un PCE et un CPI Trueflation sous 2, et enfin, si vous regardez le prix du pétrole et que vous le comparez à sa valeur en janvier 2025, où il était autour des 75-80 $, nous sommes sous 60, le delta est largement négatif. Donc peut-on considérer que les bons chiffres de l'inflation publiés en décembre sont fiables? Écoutez, vous en pensez quoi par rapport à tout ce que je viens de vous montrer? Fiable ou pas fiable? Alors, on va être fixé ce mardi et ce mercredi, il faut que ce soit à 2,6, 2,7 pour confirmer. Mais derrière, on voit qu'on a des perspectives qui sont intéressantes. Je continue. Qu'en est-il de l'inflation prospective? Alors,
là, je ne parle pas d'indicateurs temps réel, je parle d'outils qui sont reconnus par la haute finance comme anticipant bien l'inflation à venir. Vous avez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland dans sa version court terme, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland dans sa version long terme, les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan à 1 an et à 5 ans, et les anticipations d'inflation long terme selon le message du marché obligataire. Vous avez 3 feux verts. Les 3 feux verts sont le message de l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes de la Fed, et bien sûr, la façon dont le marché obligataire price les anticipations d'inflation, qui ne doute pas qu'elles reviennent sur un temps long en direction des 2%. Mais ça, c'est le temps long. En ce qui concerne le court terme, laissez-moi vous montrer l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui, lui, nous annonce, mois après mois, une décrue pour le PCE, 2,70, 2,65, 2,58, 2,41. Nous arriverions en janvier 2026. Alors attention, les chiffres de janvier 2026 ne sont pas publiés en janvier. Les chiffres de janvier 2026 sont publiés en février. Et nous arriverions à 2,40 et 2,29. Là, nous ne sommes certes pas, comme dit Trueflation, sous 2, mais la tendance est la même. Ça tend vers 2. Il y a toujours un écart entre Trueflation et l'inflation officielle. Donc là, vous avez un outil qui nous vient directement d'une des antennes de la Fed. Donc, ce sont leurs outils. Ils savent que la tendance est bonne. Ils savent que la tendance est bonne. Ensuite, si vous regardez du côté des anticipations d'inflation selon l'Université du Michigan, alors là, le message est que nous sommes encore largement au-dessus de 2%, mais la tendance est à nouveau bonne. Alors, ceci mérite d'être confirmé. Il y a énormément de retard et ces chiffres vont être publiés à nouveau ce début d'année. Mais la trajectoire est celle d'une décrue. Mais là encore, nous ne sommes pas encore à 2%. Donc il y a quand même quelques feux oranges. Il faut rester prudent. Mais au final, si vous voulez, si vous faites la synthèse de ces indicateurs d'inflation temps réel et de ces indicateurs d'inflation prospective, et que vous vous posez la question, l'inflation US est-elle vaincue ou la quête pour la vaincre est-elle à nouveau bien engagée? À la seconde question, vous pouvez répondre oui. À la première, non, c'est trop tôt. Ce serait à nouveau mettre la charrue avant les bœufs, ce que je ne le ferai pas, mais je regarde les datas. Si vous voulez, si j'avais sur mes 6 indicateurs d'inflation temps réel dont je vous ai parlé, 6 feux rouges, la question ne se poserait même pas. Quand vous avez 6 feux verts, il y a de quoi être raisonnablement optimiste. Pourquoi c'est important? Non seulement c'est important parce que si cette trajectoire vers 2% n'est pas confirmée, la Fed ne touchera plus à ses taux d'intérêt. Et ça finira par peser sur le marché action. C'est aussi important parce que Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a bien expliqué que la réflexion pour modifier la cible d'inflation de la Fed est engagée. Je vous remonte ce slide que je vous ai présenté la semaine dernière, vous rappelant par exemple que la cible d'inflation de la Banque centrale de Chine, c'est autour de 3%. La cible d'inflation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, c'est un intervalle entre 1 et 3%. La cible d'inflation de la Banque centrale d'Australie, c'est entre 2 et 3%. Et donc que cette cible figée à 2% de la Fed pourrait elle aussi évoluer, par exemple, dans un range 1,5, 2,5 ou 1,5, 3. Mais pour ce faire, et dans un souci de crédibilité, il faut d'abord repasser par les 2%. Alors, est-ce que le prochain patron de la Fed, à partir du mois de mai, pourra commencer à mettre en place cette modification? Pour ça, il faut d'abord être passé par 2%. Peut-on repasser par 2% d'inflation d'ici le mois de mai? Là, ça semble bien engagé. Verrons. En tout cas, ce que vous avez sous les yeux, là, c'est un des thèmes fondamentaux dominants de cette année. Alors, les droits de douane sont-ils déjà intégrés dans les cours, dans l'inflation, pardon? La normalisation est-elle faite? Je vous ai montré tout à l'heure la tendance de la composante inflation du PMI manufacturier de l'ISM. Il semble que la normalisation soit en cours. Ça, c'est une première chose. En septembre, j'avais fait ce slide à l'époque en anglais, expliquant qu'il y avait 3 scénarios. Le troisième est clairement écarté, c'était le plus pessimiste.
le 1 ou le 2. Une normalisation faite à fin 2025 ou une normalisation faite au premier semestre 2026. Nous nous orientons clairement vers un scénario intermédiaire d'une normalisation qui se ferait au premier semestre 2026. C'est-à-dire que les entreprises ont un certain équilibre dans la façon dont elles ont répercuté les droits de douane, une partie dans leur marge, une partie sur le consommateur, mais somme toute de manière assez marginale sur le consommateur. Les prix ont déjà augmenté et la conscience du consommateur est au plus bas. L'idée, c'est de ne pas casser les volumes. Donc là aussi, ça peut paraître crédible que nous soyons dans ce scénario finalement intermédiaire, et ça rend crédible le fait que oui, avec cette normalisation, revenir à la cible de la Fed d'ici la fin du premier semestre 2026 est tout à fait possible. Alors on change complètement de sujet, on passe maintenant à une partie technique. Plusieurs choses. Les actions du S&P 500, vous le savez, les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Alors, vous savez, la géopolitique, l'information évolue en permanence. Il y a énormément d'incertitudes, tout n'est que prospectif, tout n'est que moyen-long terme. Venezuela, Groenland, Ukraine, et que sais-je encore. Ok. Dans tous les cas, l'objectif de l'administration Trump est de mettre la main sur les territoires riches en matières premières, avec un potentiel d'investissement en infrastructures important, soutenu par les banques américaines. Concrètement, le secteur S&P 500 des valeurs financières, le secteur S&P 500 des matériaux et le secteur S&P 500 de l'énergie. Ce sont les trois secteurs à surveiller. Dans cette section ici sur TradingView, vous allez là, indice secteur S&P 500, vous les avez tous, et vous faites un clic droit dessus. Par exemple, je vais ouvrir le secteur de l'énergie. Vous rentrez à l'intérieur, et là, vous allez retrouver toutes ces composantes. Et toutes les actions sont classées en plus dans l'ordre des market cap. ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, etc., etc. Et vous les avez dans l'ordre de la market cap. Vous faites pareil avec le secteur des valeurs financières, S&P 500 Finance, S&P 500 Matériaux, S&P 500 Énergie. Et vous avez là un paquet de titres qui sont susceptibles de bénéficier de cette politique expansionniste des États-Unis, sachant que ce sont les entreprises américaines qui seront mises sur l'exploitation en priorité. Mais tout ça n'est que prospectif. Ça prend des mois. La géopolitique est encore hyper incertaine. Est-ce que ça peut changer les choses pour le S&P 500 ? Comment raisonner ? Prenez le S&P 500 Énergie. Alors, le S&P 500 Énergie, vous avez effectivement donc Exxon, Chevron, ConocoPhillips. Surveillez aussi Valero, parmi les parapétrolières, Phillips 66 et Valero. Voilà, si je vous en donne 5 à surveiller, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Valero Énergie et Phillips 66. Vraiment bien positionné pour profiter de ces perspectives géopolitiques potentiellement favorables. Est-ce que ça peut changer les choses pour le S&P 500 ? La réponse est quasiment non. Prenez le poids dans le S&P 500 de ces 11 super secteurs. Le secteur de l'énergie ne pèse que 2,9% du S&P 500, contre 35% pour les valeurs de la tech. Donc, je suis désolé, mais en termes d'impact sur le S&P 500, j'irais jusqu'à dire que le marché, pas se contrefiche, mais ça pèse pas beaucoup l'énergie. 35% versus 2,9%. Donc si on raisonne sur le S&P 500, le secteur de l'énergie n'est pas un game changer. Par contre, si on raisonne sur le stock picking, le choix des secteurs, le choix des valeurs, bien sûr que c'est un secteur super intéressant. C'est un secteur super intéressant. Vous avez là donc, toute la liste des valeurs qu'il faut surveiller. Et c'est un secteur intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est actuellement dans une configuration technique qui est vraiment particulière. Voilà où nous sommes. C'est un secteur qui est loin d'avoir fait de nouveaux records. Vous avez ici l'indice sectoriel et S&P 500 Énergie qui est collé à son record historique dans cette compression. Autant vous dire que si toutes ces entreprises américaines pétrolières et parapétrolières devaient profiter d'un environnement favorable au Venezuela, au Groenland ou que sais-je encore, il faut s'attendre à un breakout de cette résistance qui est vieille de 15 ans. Et derrière, vous voyez la pattern de continuation, ça explose. Donc, oui, naturellement, il faut mettre sous très haute surveillance ce secteur.
Sachant que d'un point de vue du momentum, il commence déjà à donner quelques signaux importants. Mais en soi, pour le S&P 500, son poids n'est pas très important. Alors, je conclus sur un mot rapide sur l'indice S&P 500 et le Russell 2000 en termes d'analyse technique, mais strictement rien n'a évolué depuis la semaine dernière. Vous savez où se situe le S&P 500 à moyen long terme. Se pose la question de savoir si cette vague 5 peut aller encore au-delà ou pas. Oui, le marché a pris 100% de hausse depuis les points bas 2022, c'est comme ici, et faut comparer ce qui est comparable. Sans cassure de support, il n'y a pas de signal de vente. Sans cassure de support, il n'y a pas de signal de vente. Je vous remonte, soyons simples. Prenons le QO journalier du système Ishimoku. Le bull market 2020-2021. Tendance haussière au-dessus du nuage. On casse, phase de baisse. On repasse au-dessus. Bull market. On casse, guerre commerciale, phase de baisse. On repasse au-dessus, phase haussière. Donc on peut être topiche, on peut être en surachat, tout ce que vous voulez. Moi, le scénario d'un retour à la moyenne mobile à 200 jours ou à 6100, 6200 points, je pense qu'il aura lieu cette année. Et ce sera une opportunité. Alors, typiquement, dans un contexte de désinflation, c'est une opportunité. C'est pour ça que c'est important. Mais sans cassure de support, il ne faut pas non plus anticiper agressivement le drop. Il faut être prêt, en tout cas. Il faut faire attention. Quand j'enregistre cette vidéo, le marché n'a pas cassé de support. C'est le niveau des 6700, 6750. Le casser, c'est minimum un retour à 6500. Alors, le prix peut rester dans cette phase-là assez longtemps. La moyenne mobile à 200 jours remontée, il y a plusieurs possibilités. Mais pour l'instant, le support n'est pas cassé. Et si vous prenez maintenant le Russell 2000, les small et les mid-cap US, eh bien, le marché est toujours en tentative de valider un breakout. Et là, typiquement, une désinflation, une Fed qui peut baisser les taux d'intérêt, c'est hyper favorable aux small et mid-cap qui sont en plus très loin d'être chers à la différence des valeurs de la tech. Donc, le Russell 2000, tant qu'il se maintient au-dessus des 2300, 2450 points, c'est haussier. Le Russell 2000, tant qu'il se maintient au-dessus des 2300, 2400 points, eh bien, il est en tendance haussière. Bon, voilà, chers amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'inflation. Et puis, quelques éléments techniques. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi toujours avec vous. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Merci. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.